Tout commence par une nuit sombre et assourdissante. Dans un petit village niché au milieu des forêts de conifères et des montagnes, le ciel étant envahi par des nuées de corbeaux. Les rues sont vides, mais la silhouette mince d'une jeune fille apparaît dans l'une d'elles, attendant quelqu'un. Et ce quelqu'un apparaît juste derrière son dos, une silhouette sombre remerciant la jolie enfant d'avoir accompli sa tâche. La silhouette d'une jeune fille se reflétait dans les yeux de l'homme, noirs comme la nuit. Le lendemain, le corps mutilé de la jeune fille gisait au fond du puits, les yeux révulsés, la bouche ouverte et la peau violette. Déjà dans la soirée, les habitants du village avaient brûlé les corps des jeunes filles à la lisière de la forêt, une colonne de fumée noire obscurcissant la nuit claire et chaude. Le peuple ne supportant plus ce mode de vie, l'ancien décida d'invoquer un paladin. Les gens étaient choqués, mais l'aîné les a convaincus que l'arrivée de l'homme résoudrait tous leurs problèmes et qu'ils n'avaient qu'à attendre. Les paladins sont des créatures dotées du pouvoir du Dieu lui-même. Ils sont les porteurs de l'espoir de toute l'humanité. Après avoir entendu la nouvelle, les gens chuchotaient activement, et il y avait une tension évidente dans leur dialogue lorsqu'ils discutaient des nouvelles du monde à venir. Une puissante énergie a traversé l'un des résidents. Il a senti la présence de quelqu'un d'autre. Cela l'a fait sursauter. Il était là, il était là. C'est ainsi que l'étranger se tenait derrière tout le monde, le visage caché par une capuche, le cheval à ses côtés. Pour les habitants, il ressemblait plus à un chasseur de démons qu'à un paladin. L'aîné a tenté de clarifier cette question, mais la réponse n'a pas tardé à venir. L'étranger retira sa capuche, la lumière de la lune éclaira son visage, il était clair et lumineux. Le jeune homme se présenta comme un apprenti paladin. Les gens grimaçaient et étaient mécontents. L'apprenti marchait silencieusement à travers la foule, qui jetait à son tour des regards menaçants sur le jeune homme. Même l'aîné a plissé les yeux et s'est méfié. La nuit est restée aussi claire, le feu brûlant toujours, mais plus aussi avidement, continuant à achever les corps des morts. Le paladin s'approcha et s'accroupit près du feu, le visage dans l'ombre, les habitants laissés à l'écart. L'aîné, dépité, a fait état d'un grand nombre de victimes, dont des jeunes filles. Le paladin regarda les flammes du feu et rendit son verdict. Il s'agissait d'un démon qui se nourrit sexuellement de l'énergie des femmes et que depuis très longtemps, il cherchait. Le paladin passa les cendres des morts entre ses doigts et respira l'odeur des cendres et de la viande brûlée. Le jeune homme est sérieux et confiant dans ses capacités. L'apprenti paladin cria que l'exorcisme devait être pratiqué immédiatement. Il se tourne vers les résidents et poursuit en disant qu'il s'agit de rassembler toutes les jeunes filles en un seul endroit. Les corbeaux continuaient à tourner au-dessus du village, la lune continuait à éclairer tous ceux qui étaient rassemblés. Les filles se tenaient en rang devant le nouvel arrivant. Le jeune homme se tourne vers les filles. Tous les regards sont braqués sur lui. Les jeunes filles sont restées bouche bée, les yeux pleins de peur, le rituel a commencé. Une lueur dorée brilla dans la main de l'apprenti paladin, illuminant tout d'une lumière chaude et brillante, qui se refléta dans ses yeux. La paladine porta une main au front de la première fille, qui avait les larmes aux yeux. Le type s'est approché de chaque fille à tour de rôle, en approchant la paume de sa main avec la lumière de son front. Il cherchait, mais rien ne se passait encore. Seule la chaleur irradiait le front des filles. Le premier, le deuxième, le troisième, tous étaient clairs. Le jeune homme remarqua que l'une d'entre elles était très lâche, ses genoux se dérobant, et ses yeux s'écarquillant de peur. C'est elle. Il porte la main à son front, les yeux de la jeune fille se révulsent. Elle est pâle. Un petit garçon sort de la foule. Il court vers la jeune fille. Ses yeux sont mouillés. Son petit corps cachait la fille de la lueur. C'était son petit frère. Il demande à l'étudiant de ne pas toucher et brûler sa sœur, car ils ont déjà une petite famille. Le garçon était désespéré. Il avait peur pour sa grande sœur. Il ne voulait pas qu'elle soit brûlée. Le grand homme repoussa le garçon. Il n'y avait plus rien à faire pour se débarrasser du démon le plus vite possible de toute façon. Le paladin a pris le garçon dans ses bras et lui a dit qu'il ne brûlait pas les gens, qu'il avait juste besoin de localiser la position du démon. Sébastien l'incube était assis dans la fille. Il était petit avec des cheveux roux et de longues oreilles d'elfe, de longs ongles et des vêtements simples. Ses yeux exsudaient la malice, d'un rouge brûlant. Il y avait un cristal dans son front. La jeune fille, elle était en sueur. Des mots inconnus de tous résonnaient entre les dents serrées. Elle commençait à se débattre, ses cheveux s'envolaient. Elle semblait exploser. Une lumière rose l'entourait. Ses mains liées l'empêchèrent de faire quoi que ce soit de valable. Elle s'est mise à hurler. Le démon s'est montré dans toute sa gloire. Les cordes se sont rompues. Les yeux de la jeune fille ont brûlé et les veines ont gonflé sur son visage. Le paladin se jeta sur la jeune fille. Il fit tournoyer son épée illuminée de lumière dorée et arrêta l'arme juste devant le nez de la jeune fille. La jeune fille s'est réveillée et a regardé le jeune homme avec perplexité. Le paladin abaissa son épée dans son fourreau et dit qu'il avait déjà détruit le démon assis en elle, qu'il n'y avait plus rien à craindre. En peu de temps, le jeune homme était de retour sur son fidèle destrier et observait l'étendue nocturne du village.
Le paladin à cheval traversa lentement le village en direction de l'endroit où il souhaitait se rendre. Il se dirigea vers la brasserie. Quelqu'un suivit l'apprenti. Il se tapit dans l'ombre des bâtiments et observa attentivement les moindres faits et gestes du paladin. Le jeune homme a senti la traque, il était assez prudent. Le nouveau venu inhabituel le sentit et fit faire demi-tour à son cheval vers l'autre côté du village. Le démon voulait manifestement jouer avec lui et il entra dans son jeu. L'observateur sortit de l'ombre. Il était outré de voir qu'un type en armure était entré au lieu de la fille convoitée. Soudain, un cri retentit derrière l'incube. Le démon était-il si naïf qu'il pensait que le jeune homme ne connaissait pas les démons? L'épée du paladin s'illumina à nouveau d'une lumière dorée. Le gaz était confiant dans sa victoire et n'allait pas laisser le démon partir si facilement. Il lança la lame directement sur l'incube. La lame était tranchante et rapide. On pouvait voir la marque blanche après que la lame ait frappé. Le démon gisait au sol dans une mare de son propre sang. Le paladin s'approcha lentement de son ennemi. Le démon était toujours vivant et crachait du sang. Il était battu et furieux, incapable d'accepter la victoire facile du paladin. Le corps du démon se souleva du sol. Il était enveloppé d'une brume rose. Il essayait de récupérer. Il grimaça et s'élança vers le jeune homme dans une ombre noire, essayant de frapper ses jambes avec ses pattes griffues. Le paladin fit briller sa main sur le démon, celui qui avait brûlé et qui était un avertissement de fin de vie. Le paladin était enveloppé d'un feu doré, brillant de puissance divine. Renié au village, le paladin a soigné la jeune fille qui portait la malédiction du démon. Elle était inconsciente. Le garçon l'a doucement prise dans ses bras. À son jeune frère, il laisse une fiole de médicaments qui réveillera sa sœur de son sommeil. L'ancien a supplié le paladin de sauver le village. Les gens sanglotaient de plus en plus fort. Ils n'arrêtaient pas de demander le salut. Le démon dans les mains du jeune homme saignait. Il suintait par les yeux, la bouche et les oreilles. Il n'avait plus la force de résister. Le paladin jeta le corps du démon au sol. Il était sans pitié, et la lune observait le combat inégal pendant qu'il le faisait. Il s'agit du véritable disciple du paladin, de son vrai nom Yujedae, qui est en train de piétiner le corps du démon. Le démon sanglant hurla qu'il était impossible qu'un paladin ne croie pas en un dieu, tout en étant capable d'utiliser la puissance divine. Le garçon a regardé l'incube de Sébastien et a sifflé. Le paladin n'aimait pas que le démon parle autant, et il le frappa de toutes ses forces. Le coup a frappé l'incube en plein dans le nez. Du sang noir a giclé, le type ne s'est pas arrêté, plus de sang a giclé sur le sol. Le paladin était très fatigué de cette histoire, vivant dans un monde gouverné par les dieux. L'apparition des démons a fait oublier à tout le monde les jours de paix passés. Le seul qui pouvait leur tenir tête était Bacheskar, le dieu soleil. Après sa victoire, les gens ont décidé de ne prier que lui, et certains de ses fidèles ont reçu le pouvoir divin de combattre les démons. Notre protagoniste se souvient de son passé et de la manière dont il est venu au monde. La ville est en proie aux flammes, et des monstres volant dans le ciel sont à l'origine des incendies. Le démon tirait l'enfant par la peau du cou, la mère essayant de toutes ses forces de le sauver. L'enfant a été déchiré par un monstre, et la mère a été dévorée par un second monstre. Tout cela s'est passé sous les yeux du protagoniste, qui n'arrivait pas à croire qu'il se trouvait dans ce jeu. Soudain, un énorme poing a frappé par derrière. Le type a été projeté en avant, il est tombé et s'est cogné tout le corps. Tout égratigné et poussiéreux, il ne pouvait accepter qu'il s'agisse d'une fantaisie qui n'avait été publiée que récemment. À ce moment-là, le monstre s'était déjà approché et s'était penché sur le protagoniste. Il ressemblait à un minotaure, mais en 10 fois plus grand. C'est la complexité des monstres et du jeu lui-même qui l'a rendu si populaire. Le gars a été pris de peur lorsque le minotaure l'a déjà dominé. Le monstre avait déjà frappé avec son arme, le coup était très fort. On comprenait maintenant pourquoi aucun des joueurs n'avait pu aller jusqu'au bout. Du sang jaillit de la bouche du protagoniste. Le coup qu'il a reçu à l'estomac a projeté son corps en arrière avec une onde de choc, semblable à l'explosion d'une bombe nucléaire. Il n'y avait plus un seul point vivant sur son corps. Chaque partie de son corps saignait, et il continuait à cracher du sang. Mena a trouvé la force de se lever et s'est rendu compte qu'il ressentait des douleurs malgré le fait qu'il était dans le match. Derrière lui, il entendit les supplications d'un homme et d'un enfant qui, à genoux, priaient le dieu soleil de les sauver. Ils étaient tous en larmes et tremblaient, ce qui le rendit furieux et perplexe. Il leur demanda ce qu'ils faisaient et pourquoi ils ne s'enfuyaient pas. Une nouvelle vague de peur s'abat sur le protagoniste, cette fois en plus d'un minotaure, 2 autres créatures inconnues, semblables à des gargouilles. Le gars n'arrivait pas à croire qu'il y avait autant de monstres dans la même zone, et il a crié à tout le monde de courir. Malgré l'apparition des démons, l'homme a serré le garçon dans ses bras et s'est blotti dans un coin continuant à prier. Le protagoniste n'a jamais réussi à comprendre leur inaction. Il a compris qu'il devait faire quelque chose, car il ne voulait pas mourir ici. Il regarda autour de lui et vit les soldats morts. L'un d'entre eux avait une épée à côté de lui, et c'est l'épée que le futur paladin remarqua.
Il s'élança et l'attrapa, réalisant qu'il allait devoir sauver l'homme et l'enfant. Il donna un coup d'épée et déclara qu'il n'aimait pas perdre son temps à prier un dieu quelconque. L'épée brillait dans ses mains. Soudain, il y eut un éclair doré juste au-dessus de l'épéiste, qui ne s'attendait pas à le voir, ne réalisait pas ce que c'était et était confus. Au même moment, 2 panneaux sont apparus devant lui. Il s'agissait de fenêtres de statues. Il l'a lu et a été choqué car il n'avait jamais rencontré ce statut dans le jeu. Alors qu'il lisait, l'un des monstres volants s'approcha de lui avec un grognement menaçant. Une force irréelle apparut dans le corps du jeune homme, qu'il n'avait jamais connu auparavant. L'épée brille à nouveau. L'élu s'élança sur le monstre en criant « Dis bastard !» L'épée n'était pas longue, mais sa force était suffisante pour couper le démon en 2. Alors qu'il atterrissait, il entendit la partie du corps du monstre tomber de derrière. Il ne pouvait pas récupérer pendant quelques minutes, et il ne pouvait pas non plus croire que c'était si facile avec le pouvoir divin dans ce monde. Un minotaure apparut à l'horizon. Il ne voulait pas laisser partir sa victime si facilement. Sous le choc, le protagoniste a complètement oublié ses adversaires, si bien que le monstre suivant a été une surprise pour lui. Le minotaure s'élança vers le protagoniste avec une vigueur renouvelée, ses yeux brûlant d'une lueur rouge. Mais la tête du monstre était plus forte, et il a pu accrocher le protagoniste avec l'une de ses cornes, et il a recommencé à saigner. Le monstre fit voler son corps, mais malgré la mutilation, la main de l'homme continua à s'agripper à la lame. Le minotaure l'a jeté dans le feu de l'action, et ils se sont retrouvés en tête-à-tête. En se relevant, il n'a même pas sourcillé, il n'a pas été blessé du tout, et la raison en est la puissance divine. Il serra son épée à 2 mains et comprit que la mort de tous les démons était entre ses mains, car c'était la puissance divine qui était leur faiblesse. Une autre plaque est apparue au-dessus du protagoniste. Cette fois, elle l'a énervé, le gars ne comprenait pas pourquoi Dieu lui-même ne pouvait pas faire face à cela, à être vénéré comme ça. Soudain, 3 monstres volèrent envers lui depuis le ciel. Il était prêt, se mit en position et attendit l'attaque. Il s'élança vers l'avant, parallèlement au corps tailladé, ils tombèrent au sol dans un grand fracas, des plaques continuant d'apparaître devant le visage du type. Concentrant sa puissance dans son épée et s'apprêtant à attaquer le plus fort, le minotaure, il parvint à sauter au-dessus du monstre. Le même fut surpris de n'apercevoir qu'un éclat d'érable. Mais l'épéiste s'apprêtait à frapper de son poing, rassemblant toute la puissance divine qu'il contenait. Le héros frappe en pleine tête, il pousse un horrible cri de douleur et l'endroit du coup devient blanc. Il a frappé l'œil du monstre. À la place, il y avait un trou noir. Le gars n'allait pas s'arrêter là. Il a donné un coup d'épée cette fois et a frappé à nouveau. Le monstre ouvrit la bouche avec au moins une douzaine de crocs acérés. Le héros frappa avec sa lame, rebondissant sur le méchant une fois de plus. La lame tranchante de l'épée poignarde le monstre en pleine tête. Le type se tenait sur le corps ensanglanté d'un démon mort. Avec des maisons en flammes à l'arrière-plan, les villages ne pouvaient pas être sauvés. Mais le monstre avait été vaincu. La lumière finit par percer la fumée, et le protagoniste se rend compte qu'il est le seul joueur qui parviendra à la fin du jeu. Revenant à nos réalités, il enleva l'incube Sébastien du village et attacha son corps avec des chaînes à un cheval, sous les acclamations des villageois. Swift pleurait de gratitude. Il n'arrivait pas à croire qu'un paladin aussi jeune puisse attraper un démon. Il a essayé de donner l'argent pour la capture du monstre. Il s'est rendu compte que ce n'était pas assez, mais c'était tout ce qu'il y avait. Le paladin le refusa. Les ministres du culte n'acceptent pas d'argent, c'était l'un des commandements du dieu Soleil. Le vieil homme pleure déjà, touché par la générosité du pasteur. Le jeune homme a demandé aux habitants de préciser quand exactement le monstre était apparu. Elder a répondu à cette question il y a environ 1 semaine. Le paladin le remercia pour l'information et poursuivit son chemin. Il monta à cheval et continua à penser à son passé. Cela faisait tout un qu'il était entré dans le jeu. Le jeu était tout aussi difficile, mais il était facile pour lui car il était doté des compétences d'un paladin. Le cheval de Billy a fait passer le démon par-dessus sa tête, celui qui essayait d'alléger ses enseignements, en s'accrochant à la chaîne qu'il portait autour du cou. Le paladin n'allait pas ralentir. Les pensées dans sa tête défilaient à toute vitesse, et il se rendit compte que pour progresser, il devait suivre l'intrigue. Soudain, quelqu'un l'appelle par son nom, et un inconnu sort du fourré de la forêt, lui aussi à cheval. Un homme d'âge moyen vêtu d'une robe blanche descendit de l'estrade et se dirigea directement vers Eden. C'était son professeur. Son visage s'est illuminé d'un doux sourire. Il a dit qu'il attendait l'occasion de se joindre au voyage de son élève. Le jeune homme est resté sans voix, mais le professeur a continué à parler de sa joie de se souvenir de lui. Le professeur Zerat a dit que c'était la dernière mission et la dernière fois qu'il l'accompagnerait en tant que professeur. C'était une ville incroyable, car ce type était le seul à pouvoir traverser tout cela et survivre. Le paladin écouta les louanges avec un visage impénétrable. Il se dirigeait vers le château du baron. Les belles tours inondées de lumière du dôme attirèrent l'attention. Mais malgré toute la beauté de la porte principale, d'épaisses chaînes de corps sanglants amusants d'où s'écoulait du sang noir. C'est par cette porte sanglante que les 2 cavaliers sont entrés.
Le paladin n'aimait pas voir les cadavres suspendus. Il ne s'agissait pas de monstres, mais d'un garde qui avait échoué dans sa défense et qui avait donc été ordonné. Le personnage principal n'a pas du tout apprécié, car les gardes ne savaient même pas qu'ils allèrent être punis de cette façon. Le gars, une fois de plus convaincu que la vie des mouches est plus chère que l'humanité pour lui, était ce monde dégoûtant. Ils entrèrent dans l'entrée principale, et le jeune homme se rendit compte qu'il était complètement habitué aux lois de ce monde. Au bout d'un moment, le paladin jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, d'où retentissait les cris d'une femme. Derrière les portes se trouve une belle salle, avec des candélabres sous le plafond de gaieté, illuminant les personnes présentes. La fille en rouge, debout au milieu de la pièce, se rongeait nerveusement l'ongle. L'apprenti fit irruption dans la salle, il lança le corps du démon à moitié mort au centre de la pièce. La femme était furieuse. Elle ne pouvait pas croire que le démon était encore en vie parce qu'il l'avait déshonoré. Elle était secouée de rage, hurlant qu'elle devait immédiatement couper la tête du paladin pour avoir ramené le démon en vie. Le monstre meurtri se relève du sol. Il n'avait aucun moyen de savoir qui était la fille en face de lui. Le paladin lui jeta un regard menaçant car le démon ne comprenait toujours pas de quoi parlait la fille du noble. Son pied s'éleva dans les airs, portant des chaussures rouges avec un talon aussi tranchant qu'un couteau. Elle voulait clairement poignarder le monstre avec. Elle l'a fait. Son talon est allé droit dans l'œil du démon. Elle était furieuse, criant de colère pourquoi le paladin n'a pas suivi les ordres et tué le démon. Inconsolable, elle n'a cessé de frapper le démon au visage. Elle a hurlé que l'inutile n'avait pas pu tuer le monstre lui-même et qu'il avait décidé de l'amener au palais. Elle termina la torture, arracha le talon de l'œil du démon. Elle était sûre que tous les apprentis paladins étaient comme ça. Devant le silence, l'apprenti dit que c'était l'ordre du baron, parce qu'il voulait passer sa colère sur lui, et aussi qu'il ne croyait pas que le démon ne savait pas qui était cette fille, parce qu'elle avait été victime de l'incube à un moment donné. La jeune fille en proie à une rage qu'elle ne pouvait contrôler, Guy croyait déjà que le démon la voyait pour la première fois, mais comment après tout la fille du baron se disait victime? La colère de la jeune fille atteignit son but, elle s'approcha et donna une tape sur le poignet du paladin. Le jeune homme ne change pas de visage, la jeune fille lui en voulant autrefois d'avoir osé discuter avec elle. Elle poursuit sa menace et dit que l'homme ferait mieux de baisser la tête et de demander pardon. Sa main s'envole en l'air pour donner une nouvelle gifle. Cette fois, l'apprenti l'a arrêté. Il n'a pas du tout apprécié que l'imposteur soit capable de le fouetter au visage. À ce moment-là, un homme est entré dans le couloir. Il portait une cape noire et une barbe. Il accéléra et s'apprêta à saisir son épée. Il s'arrête brusquement, ses yeux s'écarquillent. Il a entendu le contenu de leur dialogue. Le paladin avait une grimace de colère et de dédain sur le visage. Il n'aimait pas le comportement de la jeune fille. Il disait que si elle continuait comme ça, elle se ferait des ennemis. L'homme qui est entré a rangé son épée dans son fourreau et a fait un pas en arrière. La jeune fille s'éloigna également de l'aspirant paladin, mais sa colère n'était pas retombée et elle appela une servante à ses côtés. La servante a obéi et a été giflée. L'autre servante a également été giflée et tout le monde a reçu une gifle. L'élève n'a pas du tout aimé, comment comprendre cela? À un moment donné, la fille du boyard a soulevé la servante par ses franges en souriant et en demandant pourquoi ils étaient si indignés par la façon dont elle s'occupait de ses propres affaires. Elle ordonna au paladin de se débarrasser du démon, car il ne méritait même pas de respirer. Le paladin la regarda d'un air meurtrier. Il n'aimait pas les gens qui se servaient de leur statut comme d'une arme. Sa paume se serra en un point, et il réalisa qu'elle cachait quelque chose. L'apprenti dit qu'il ne peut pas encore tuer le démon. Le monstre, à son rythme, se laisse tomber du sol, continuant à cracher du sang. La fille était furieuse, mais le type l'a calmée en lui disant qu'une mort ordinaire serait une punition facile pour le monstre qui avait désiré la fille du boyard. Le démon ne s'y attendait pas, un pied l'a frappé de toutes ses forces dans l'estomac. Le coup suivant est porté sur son dos. Le démon était blessé et en colère, lançant des malédictions pour que personne ne s'en sorte. Le type lui ordonne de se taire, et le coup suivant vise directement la gorge du monstre. Le paladin avait déjà empilé tout son corps sur l'incube, et s'apprêtait à dégainer son épée. La seule raison pour laquelle le démon mourrait jusqu'à présent était son insolence. Sébastien était choqué. Il criait qu'il ne l'avait pas touché. Boyarina avait un regard horrifié sur le hachoir à viande qui se déroulait dans la pièce. L'homme en noir essayait de l'éloigner. Il n'y avait rien à voir. Le paladin jeta un regard d'avertissement pour ne pas l'approcher. Soudain, un cri se répand dans la salle et il hurle en s'adressant à l'homme à la barbe. Le visage du démon se contorsionna en un masque d'horreur et de colère. L'un ne se souvenait-il pas de lui? L'un ne faisait-il qu'un avec le paladin depuis le début? C'est à ce moment-là que le démon a dit la phrase cruciale, à savoir que le sacrifice d'un village entier valait la peine d'invoquer Sébastien. Les serviteurs commencent à chuchoter, car le monstre a qualifié l'homme en noir de vrai démon. Le paladin se couvrit les yeux de fatigue. Maintenant, il comprenait tout. Il donna un coup de boule et avait déjà fini par couper le démon à la tête. Sa tête tomba sur le sol ensanglantée avec un bruit sourd. Le type a arrêté le couple qui tentait de s'enfuir.
Il les a informés qu'il avait déjà tué 49 démons et que techniquement, il était un paladin. Donc, il ne pouvait pas ignorer ces mots. Un bourdonnement parcourut la foule des servantes, et la fille du noble s'indigna de ceux qui l'osaient croire et pas elle. La jeune fille est redevenue furieuse, a commencé à agiter les mains et à demander des faits, pour une enquête plus approfondie. Tous les gardes étaient morts et pesèrent sur les portes du château, mais l'homme en noir qui avait accompagné la jeune fille pendant tout ce temps était encore en vie. Un frisson parcourut le dos des personnes présentes, un regard froid aux yeux jaunes les transperçant. La jeune fille est repartie à l'attaque, demandant à nouveau des preuves. Elle était désespérée. Et le paladin les eut à nouveau, car le démon était un incube, et il était connu pour dévorer l'énergie sexuelle. Tout le monde sait que ses victimes subissent une terrible agonie. Cela se voyait aux cadavres ratatinés des jeunes filles. Mais la fille des sangs bleus, elle, était toujours aussi fraîche et en parfaite santé. La jeune fille essaya de se trouver une excuse, mais ses tentatives furent vaines. Elle rongea nerveusement l'ongle de son pouce à nouveau. Le disciple se méfia, concentrant une boule dorée de puissance divine dans sa main. Il se souvint des paroles de l'ancien du village. Le vieil homme avait dit que le démon était apparu de nulle part, comme s'il avait été invoqué quelque part dans les environs. Le voyageur de la fille sentait la fille, et il l'a dit. Le paladin prit une pause, prêt à attaquer et à utiliser la force. Il a couru vers le vagabond d'un seul élan, avec l'intention de le détruire. L'homme tenta d'esquiver, le paladin ayant senti son odeur dès son arrivée au château. Le jeune homme grimaçait déjà de colère, l'homme en noir empestant l'odeur du démon. La vie entière du garde défila devant ses yeux lorsque la main du paladin s'approcha de lui. Et le garde se souvint de l'épée ensanglantée et du cadavre de la servante sur le sol. C'était la nuit. Il se tenait debout avec une épée. Une femme à moitié nue et effrayée était à côté de lui. Des voix ont été entendues à proximité. Ils ont entendu des cris et se sont dirigés vers le bruit. La jeune fille, qui s'est avérée être la fille du boyard, s'est jetée à son cou pour tenter de savoir comment il allait se sortir de cette situation. L'homme a plissé les yeux et a trouvé une couverture pour son crime. Il a dit que le démon l'avait fait, que tout était de sa faute. La jeune fille a aimé l'idée et l'a reprise avec l'idée de l'apparition d'un vrai démon pour que les rumeurs se révèlent vraies. L'homme est tendu, mais elle ne recule pas. Elle veut que ce soit la preuve de leur amour. Le corps de la servante s'est vidé de son sang et ils ont conçu un plan pour invoquer le démon. Et c'est ainsi que l'incube est apparu dans ces contrées. Mais l'homme en noir a saupoudré des bouteilles. Ces fioles ont toutes été trouvées par le professeur du paladin, qui les a trouvées cachées un peu partout dans les appartements. Le professeur et l'élève se sont penchés, menaçants, sur l'homme qui dégageait littéralement un nuage noir, cette potion supprimant les effets de la magie d'invocation. Le barbu a essayé de trouver une excuse, mais les mots habituels, que ce n'était pas moi, ne fonctionnèrent plus. Au dernier moment, il a crié qu'il y avait une raison. L'enseignant s'est approché du coupable d'un pas ombrageux. Le paladin se méfiait. La situation devenait de plus en plus tendue. Il se souvient de son dialogue avec le professeur avant d'entrer dans le bâtiment, alors qu'il traînait le démon derrière lui au bout d'une chaîne. Il se souvient d'avoir demandé au professeur de fouiller le manoir, car il soupçonnait déjà la jeune fille à l'époque. Le professeur sourit méchamment en réponse à sa demande. Il assure à l'élève qu'il peut facilement trouver la preuve. Il lui faut juste un peu de temps. L'inquisiteur Zerat, c'était le nom de l'homme en noir, un personnage tristement célèbre du jeu, dont le corps a été brûlé vif dans les flammes bleues. La punition est prise en charge par le professeur lui-même, qui énumère toutes les fautes commises, tandis que l'homme agonise. La jeune fille était effrayée. Elle n'arrivait pas à y croire. Le paladin passa devant elle et lui rappela que c'était aussi sa faute. La jeune fille se figea comme une pierre. L'apprenti se pencha sur elle et lui dit que son salut passait par un contact indirect avec le démon, et qu'en l'état, son corps serait lui aussi dévoré par le feu bleu. S'éloignant, le paladin dit que ses paroles étaient vérité et preuve à la fois. L'inquisiteur a déjà perdu tous ses cheveux, sa peau est blanche. La fille du baron pointe du doigt l'homme et dit que tout est de sa faute. L'incompréhension se lit sur le visage de Zaret et les accusations pleuvent sur sa tête. La fille s'est échauffée, elle a dit qu'elle ne pouvait rien faire, c'est pourquoi elle a gardé le silence. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été de souhaiter la mort du sujet. L'inquisiteur s'élança sur la jeune fille, espérant qu'elle brûlerait avec lui. La dame en rouge recula d'effroi, elle ne s'attendait pas à cela. L'homme était à l'agonie, hurlant qu'il faisait tout cela uniquement pour elle. Comment osait-elle l'abandonner au dernier moment? Pourquoi ne voulait-elle pas partir avec lui? La jeune fille a crié à l'homme de ne pas s'approcher d'elle. La fille du baron tomba à terre, et l'homme, ou plutôt ses cendres, tombèrent juste devant ses pieds avant qu'elle ne puisse atteindre son amant. Le paladin entendit des voix dans le couloir. Les portes s'ouvrent, des silhouettes d'étrangers apparaissent sur le seuil. Un homme, manifestement de sang bleu, jaillit de la foule. C'était le baron. Il cherchait à savoir ce qui n'allait pas avec sa fille. Le professeur s'avance et salue le baron. Le paladin s'approcha de la noble et lui fit signe de se lever. L'enseignant s'est placé devant la foule pour que les gens puissent bien l'entendre et le voir.
En chuchotant, le professeur a dit qu'il ne parlerait pas de l'incident en raison de son amitié avec le baron, mais malgré le sourire doux du professeur, on pouvait sentir son irritation. L'apprenti paladin a arrêté la jeune fille en disant qu'elle ne pouvait pas s'occuper de lui. La jeune fille tremblait de peur. Elle ne voulait pas être victime d'un tel châtiment mortel. Le professeur concentre son regard sur elle et lui dit que c'est la première et la dernière fois et qu'il n'y aura pas d'autres indulgences. La jeune fille était épuisée. Le paladin la tenait par le bras. La fille du baron a dit qu'elle était très fatiguée et a essayé de partir. La tenant par la taille, la servante la conduisit dans ses appartements. Bien qu'elle ait échappé au châtiment, des rumeurs subsisteraient et elle serait parfois bien pire que la peine de mort. Le paladin soutint le regard de la fille du baron. Un inconnu vêtu d'une robe claire entre dans le bâtiment. Il est âgé. De longs cheveux gris reposent sur ses épaules. L'homme sourit et demande s'il s'agit bien de l'Éden dont il a tant entendu parler. Trout, évêque du diocèse du Sud-Ouest, est le nom de l'homme qui lui tend la main en guise de salut. C'est alors que le paladin s'est souvenu que l'un des personnages complexes et méchants, Trout en l'occurrence, avait mal tourné, alors que le personnage était censé apparaître en milieu de partie. L'évêque a demandé de l'aide au héros. Il voulait une courte cérémonie. Eden a demandé s'il s'était passé quelque chose qui justifiait son appel. Monsieur Trout a indiqué qu'ils ont récemment découvert un groupe d'adeptes du domaine. L'enseignant a précisé s'il s'agissait d'une secte démoniaque. L'évêque a déclaré que cette fois-ci, ils sont beaucoup plus forts et qu'un soldat ordinaire, si facilement, ne peut pas faire face. Le paladin plissa les yeux, incrédule, en direction de l'évêque. Il savait qu'il s'agissait d'un scélérat, mais il ne savait pas quand il fallait s'attendre à une prise. Trout lui a demandé l'honneur d'ordonner paladin l'apprenti d'Eden. Bishop continua son histoire. À propos des nouveaux enfants disparus, le garçon n'aimait pas ça. Sa tête suivait l'homme de près. Eden savait très bien qui était derrière tout cela. Trout s'est caché derrière la personnalité d'un évêque, un fidèle serviteur de l'Église, alors qu'il était en réalité un sale pédophile. Eden analyse l'intrigue du jeu, car l'adversaire obligatoire de Trout Bishop tente d'intercepter les enfants de la secte démoniaque. Le paladin posa un genou à terre, montrant par ce geste qu'il était d'accord. Eden ne pouvait pas laisser passer une telle occasion, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. Trout, l'épée à la main, récite les phrases nécessaires à son initiation en tant que paladin. À chaque phrase, les yeux de Trout lisent l'excitation et l'impatience de voir les événements à venir. Le paladin promit qu'il le vaincrait sûrement, qu'il le déracinerait. Les événements se déroulent maintenant dans le château d'un seigneur, dont les murs sont couverts de tableaux aux couleurs plutôt sombres. Le paladin se tenait dans des lattes de couleur claire. Il ne savait pas si cela lui allait ou non. Dans le jeu, c'était cool, mais dans la pratique, ce n'était pas génial. Le garçon s'émerveille de l'apparence d'Eden, car le paladin est le symbole principal de l'Église. Un garçon nommé Ji-Won, serviteur temporaire d'Eden, était ravi que l'homme ait pu devenir paladin en seulement 2 ans. Le garçon a avoué que servir pour une courte période serait un grand honneur pour lui. C'est Trout qui a lancé l'idée du serviteur, c'est lui qui l'a mis en contact avec Ji-Won. Eden regarda son assistant. Il ne ressemblait pas à une recrue normale de l'Église, il était trop débraillé et physiquement faible. Mais ils ne se soucièrent pas de cela maintenant. Ils étaient déjà partis à la recherche de la secte, l'armée dévouée était trop faible pour affronter les démons. Eden se rendit compte que ses charges étaient faibles, pas un seul mage, pas un seul guerrier fort. Le paladin devina le plan. Trout ne voulait probablement pas libérer les enfants, juste les intercepter. Et c'est pour cette même raison que Trout a décidé de leur donner un western. Le flot ininterrompu de pensée dans la tête du paladin est interrompu par le professeur, qui s'inquiète de l'expression du visage du garçon. Le professeur rit, à cause de la tenue du paladin, mais ce n'est pas la question pour l'instant. Eden a demandé si l'enseignant était différent quelque part, et il avait tout à fait raison. L'homme a demandé ce qui le trahissait. Les vêtements de l'enseignant sentaient mauvais, même s'il les avait nettoyés. Le mentor avait repéré la vision et l'odorat hypersensible du héros, et la raison en était le costume. Le professeur Zarat a précisé si le paladin pouvait sentir autre chose. Le jeune homme s'est concentré. Eden n'a pas pu donner une réponse claire, seulement que tout était très, très étrange. Le professeur a dit qu'il s'était déjà rendu à cet endroit par curiosité, et qu'il avait déjà senti la magie dans l'air. Eden fait tourner son cheval vers le cimetière. Il galope avec assurance. Certaines tombes ont été creusées, les pierres tombales en vue des pierres ont été jetées. De la terre fraîche est encore visible autour de tombes assez anciennes. Eden fut stupéfait par cette nouvelle, car cela ne signifiait qu'une chose, ces traces de nécromancie. Le professeur a honteusement admis qu'il ne pouvait pas dissiper la magie des morts. Le paladin réalisa à quel point il était un adversaire de taille, si même Zarek ne parvenait pas à le maîtriser. L'enseignant a demandé à Eden ce qu'il pensait de la situation, s'il s'agissait d'un piège ou d'une simple mise en garde. Le paladin répondit qu'il n'y avait que 2 solutions, la première étant de rapporter la situation à l'évêque, et la seconde étant de tomber dans le piège et de s'occuper de tout.
Eden a clairement dit qu'il voulait de l'action, qu'il voulait voir les choses par lui-même. C'était à nouveau une nuit éclairée par la lune, presque sans nuages, une nuit paisible ordinaire. La troupe menée par le paladin et le professeur s'approcha du cimetière. Il y avait de nombreuses tombes. Elles avaient l'air vieilles et abandonnées. Eden a dit que l'environnement se dégradait, qu'il se dégradait pour eux, mais que pour les monstres, c'était l'environnement parfait. Tous les soldats frissonnèrent. Ils n'étaient pas préparés à une telle atmosphère. Ils n'étaient pas préparés à se retrouver face à face avec de vrais monstres. L'un d'eux, d'une voix tremblante, demande « Ce qu'ils vont faire, Eden se rend compte qu'ils n'iront pas loin de cette façon. Les soldats ne sont pas prêts. » Monsieur Eden se retourne pour faire face à l'armée et s'apprête à commencer une phrase. Mais il est soudain interrompu par quelque chose. Un bruit inattendu derrière eux, le bruit de ceux qu'ils cherchaient et redoutaient tant. Ils sont restés bloqués en plein milieu de la forêt, sans vouloir bouger. Un ordre bruyant, de préparation d'une attaque, coupe le silence de la nuit. L'armée est terrifiée. Une main sort de nulle part, une main cadavérique de couleur violette avec des ongles cassés. Ils étaient des cadavres vivants. Ils tendèrent la main vers les vivants. Les orbites sont vides, les dents cassées ou manquantes, des restes de vêtements pendent sur les corps décharnés. Sans se décourager, le paladin saisit son épée chargée d'énergie divine, criant que les morts attaquent. Eden réalisa que, puisqu'il y avait tant de corps ici, il devait y avoir un nécromancien dans les parages. Le paladin regarde autour de lui pour voir le nombre d'ennemis une fois de plus. Maintenant il est prêt pour un combat, il jette son manteau et marche avec confiance vers l'armée de cadavres. Un seul coup horizontal suffisait à découper au moins une douzaine de morts. Le défunt ralentit, l'onde de choc de l'épée laissa une marque sur le sol, le professeur remercia mentalement Eden. Pour l'instant, il lui serait plus facile d'utiliser des sorts. Le maître entra dans la bataille, il concentra le pouvoir dans ses mains pour nettoyer cet espace de l'impur. L'armée ainsi que les morts eux-mêmes furent illuminés par la lueur dorée de la magie. Mais le sort n'a fonctionné que sur les défunts, qui souffraient visiblement, leur corps commençant à se déformer. Les cloques couvrent d'abord sa tête, puis son corps, tandis qu'une fumée verte commence à en émaner. Ils explosèrent tous, leur corps crachant de la bile verte qui jaillissait en fontaine de leur corps. Les voyageurs étaient couverts d'une pluie de sang, c'était incroyable, un seul sort et aucun ennemi. La barrière a été enlevée, tous ceux qui se trouvent devant eux et trempés dans le sang, ils doivent avancer, se préparer au pire. Une pensée traversa l'esprit d'Eden, il jeta un coup d'œil à son professeur, il se demanda quelle serait la force de Zerath s'il était l'ennemi. En regardant le sourire du vieil homme, en réalisant qu'il aurait été l'un des adversaires les plus difficiles du jeu, il s'est dit qu'il avait de la chance de l'avoir comme allié. Mais revenant à la réalité, Eden repoussa les pensées inutiles. Maintenant, nous devons trouver le nécromancien. Soudain, des rires fusent de toutes parts. La voix est surprise. Elle est triste que les morts se soient éteints si vite. C'est pourquoi une grande silhouette masquée est apparue devant les héros. Elle était d'une taille menaçante. C'était le prochain défi. L'un des gardes a attiré l'attention sur un nuage de matière inconnue en poussant un cri. Eden observe attentivement le nuage, qui est manifestement inhabituel et dangereux. Le nuage s'est élevé dans le ciel, essayant d'obscurcir la lune, mais la lumière a pu passer et briller. Le reste de la substance s'est déposé sur le sol, formant une flaque collante. Les morts ont commencé à émerger du liquide, ils n'avaient rien à voir avec les premiers. Ils étaient plus laids, plus maigres et plus aigris. La situation s'est nettement dégradée. Le professeur dit que le paladin devra à nouveau utiliser la force. Eden demande au professeur de se concentrer sur la puissance de feu qui les aidera à se débarrasser des morts. Le paladin reporta son attention sur les recteurs. Il n'avait toujours pas compris ce qu'il devait faire avec des combattants aussi lâches. Ils restèrent silencieux, tremblants, un masque d'horreur figé sur leur visage. Eden regretta immédiatement d'avoir décidé de les emmener. Mieux valait rester à l'arrière pendant qu'il mettait les choses au point. Le professeur lui coupe l'herbe sous le pied en lui disant qu'il est imprudent de se battre seul et qu'il faut donner une chance aux garçons. Le professeur avait confiance en eux, même s'ils étaient effrayés, car c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à une telle chose, mais ce sont des guerriers. Ils connaissent leur métier, et il les considérait comme de bons guerriers. Eden écoute le professeur en silence. Il n'a rien à répondre. Soudain, le paladin a crié qu'une fois la bataille commencée, il ne pourrait plus les défendre, que c'était chacun pour soi. Un garçon aux yeux bleus a rassemblé ses forces dans un point et a serré son épée, montrant ainsi qu'il était prêt pour la bataille. Le paladin ouvrit la marche, pointant du doigt les hommes morts. Ils étaient les hérétiques qu'il fallait tuer. Les morts étaient nombreux. Ils étaient tous prêts à déchirer tout le monde à la même seconde. Les jeunes soldats sont prêts à exécuter le jugement de Dieu et à donner le repos aux morts. Ils sautent pour se rapprocher de l'ennemi. Ils se mirent en formation, le paladin en tête, le professeur derrière lui, flanqué de 3 combattants en guise de garde. Le garçon aux yeux bleus a affronté le paladin dos à dos. Ils ont réussi à découper leurs ennemis. Le type était terrifié, serrant les dents, ses yeux allant d'un ennemi à l'autre.
D'un geste assuré, le paladin abattit un autre corps qui se dirigeait vers lui. Le professeur a finalement réussi à former une boule de feu dans ses mains. Il y a eu une explosion, beaucoup plus forte que la précédente. En regardant les corps, Eden se rendit compte que quelque chose n'allait pas. La magie s'épaississait de plus en plus. Elle devenait de plus en plus sombre. La fumée se dissipe et la lune éclaire à nouveau l'étendue de la nuit. Il ne reste plus qu'à attraper le junkie et c'est fini. Soudain, quelque chose atterrit dans le dos d'Eden, très lourd et énorme. C'était effrayant, une stupeur la saisit. Un géant de couleur pourpre apparut devant lui. En armure, les yeux bleus, il ressemblait plus à un robot qu'à un homme mort. Le paladin a crié à tout le monde de faire attention. Mais il est trop tard, juste devant le visage d'Eden, un énorme objet commence à tuer ces hommes. Il y avait des têtes, des membres et du sang partout. Le visage du type était couvert du sang d'autres personnes. Le géant s'approchait du paladin avec assurance et personne ne pouvait l'arrêter. Il était 3 fois plus grand qu'eux et 4 fois plus large. Le paladin s'élança immédiatement vers lui, sautant et attaquant d'un coup d'épée par le haut. Le géant bloqua. Le gosse avait du mal à retenir ses coups, mais il a aussi été interpellé et on lui a dit qu'il avait des ennuis. Une nouvelle vague de morts se précipite sur eux. La voix est revenue, il applaudissait, tout le monde s'amusait et il adorait ça. Celui qu'il cherchait, le nécromancien, apparut à l'horizon. Il signala que son chevalier avait choisi son propre adversaire. L'homme portait une cape violette. Oscal scintillait dans la fente de sa capuche. Il appréciait vraiment le spectacle. C'était la première fois que le paladin voyait ce nécromancien. Normalement, ils sont très connus pour leur capacité à invoquer un chevalier noir. Les recrues avaient du mal à combattre les morts-vivants qui s'arrêtèrent sans cesse. Soudain, toute l'armée de morts-vivants fut séparée par un feu bleu, divisant tout le monde en groupes. Les morts-vivants à l'extérieur, un cercle de soldats, et au centre un paladin avec un chevalier. Le professeur est apparu. C'est lui qui a entouré tout le monde d'un mur de feu. Eden proclamé pour s'occuper des morts-vivants. Le professeur a crié de s'en remettre à son élève. Eden a pris la situation en main, a ordonné au recruteur de tenir la ligne de défense contre les morts-vivants et lui a laissé de l'espace pour se battre. Le professeur, englouti dans les flammes, cria des recommandations au paladin pour qu'il détruise le monstre. Eden cria aux jeunes guerriers de s'occuper des morts. Ils se tenèrent séparés par les flammes. Les garçons ont répondu par l'affirmative. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé seul avec un énorme chevalier noir. Le même énorme rocher se dresse au-dessus de l'homme. Le paladin concentra toute la puissance du dieu dans son épée. Une lame aiguisée comme un rasoir brille dans le combat entre le chevalier noir et le paladin. Il s'élança en avant et fit tomber le mort-vivant sur son épée. Le sang écarlate gicla dans toutes les directions. Il transperça le chevalier de part en part. Mais pour le géant, ce n'était qu'une égratignure. Il ne ressentait aucune douleur. Son visage ne montrait aucune émotion. Le paladin se rendit compte qu'il avait raté son coup et qu'il devait continuer à chercher les endroits vulnérables. Le paladin tenta de porter un second coup, cette fois à la jambe. Son épée manque sa cible, le chevalier l'intercepte avec la sienne. Le paladin sauta en arrière et retomba sur ses pieds. Il ne savait pas où frapper le chevalier pour trouver un point vulnérable. Une fois de plus, Eden concentra toute sa puissance dans son épée et sauta au-dessus de la tête du titan. De toutes ses forces, il frappa visant la tête, mais une fois de plus, le chevalier était un adversaire redoutable. Le paladin se rendit compte que le mort-vivant protégeait sa tête et qu'il y avait donc une chance pour que le cœur soit là. Le paladin sortit sa dague de son fourreau et la chargea d'énergie. Il frappa un coin sur le cou du chevalier. Il réussit. La lumière dorée laissée par la lame parcourut tout le cou du mort-vivant. Sa tête a volé vers le bas dans un souffle. Elle resta immobile, sans émettre le moindre son, l'espoir d'une victoire traversant son esprit. Le paladin se posa, attendant que le corps sans tête du titan s'effondre au sol. Mais ce n'est pas tout. Les yeux d'Eden s'écarquillèrent de stupéfaction. Il y a eu une explosion. On ne sait pas exactement ce qui l'a provoqué, mais de la poussière s'est élevée dans le ciel et des éclats d'arbres ont volé dans toutes les directions. L'onde de choc a projeté le guerrier plusieurs mètres en arrière. Le combat l'avait durement éprouvé. Il crachait du sang. L'impact avait été si violent que ses organes internes auraient pu éclater s'il n'y avait pas eu l'armure. Le paladin se rendit compte de son erreur. Il était sûr de l'endroit vulnérable du titan. C'était la tête, mais il se trompait. Le chevalier noir était déjà en formation. Il plaça la tête coupée à sa place et se dirigea vers le paladin. Les mains du paladin tremblent. Son corps est à bout de nerfs. Mais il continua activement à réfléchir aux points faibles de son adversaire. Il essuya son visage du sang et de la poussière. Il calcula la meilleure façon de frapper. Dans son esprit, il tailladait le titan aussi fort qu'il le pouvait. Dès que l'image s'est formée, il a commencé son attaque. Il s'est levé avec confiance et a rassemblé ses forces dans un point. Les morts-vivants ont remarqué l'approche active de l'ennemi. Le paladin n'osa pas s'approcher, il donna un coup d'épée au chevalier. L'épée s'enfonça dans le sol en tourbillonnant, le guerrier noir sauta en arrière, évitant l'attaque. Cette attaque l'a donc touché, il s'est senti menacé et a hurlé de colère.
Le paladin réalisa qu'il n'avait pas besoin de le couper en deux ou de lui trancher la tête. Le cœur était dans son aine, il avait enfin trouvé un point faible. Cette pensée le fit sourire. La lune était toujours suspendue dans le ciel, et le combat entre le chevalier et le paladin se poursuivait. Le gars n'arrivait pas à percer la défense. Le chevalier ne permettait pas les coups directs. Il fallait agir avec ruse. Le paladin commençait par la tête. En sautant, il frappait le chevalier noir au visage. Cela déséquilibrait l'adversaire. Il parvint à abattre son adversaire. Le paladin se tenant avec confiance sur ses deux pieds, regardant le corps du titan rouler au sol. Le paladin serra ses dernières forces dans un poing, son corps complètement affaibli, mais il devait en finir avec l'ennemi. Le paladin commença à couper le chevalier de sa jambe. Durcissant sa lame, il coupa lentement la chair du mort-vivant allongé. La dague s'enflamme au contact de sa peau, mais il continue à la tailler et à en chercher le cœur. Et enfin les grains dans ses mains bleues et lisses. Le paladin mit un genou à terre. Il ne fallait pas oublier qu'il était encore dans le jeu et que la défaite du chevalier noir lui avait fait du bien. Il avait acquis une énorme quantité d'expérience. À ce moment, le professeur du paladin rattrapa le nécromancien. Il n'avait nulle part où fuir. L'homme entier conduisait l'ennemi dans une impasse. Il y avait un abîme derrière le méchant. Le professeur discutait avec le nécromancien, disant que toutes les cultures démoniaques manquaient de respect à Dieu. Le lanceur de sorts répondit qu'il respectait un dieu, mais le sien, et que c'était à lui qu'il se consacrait. Soudain, leur conversation est interrompue par quelqu'un, par les bruits d'une personne qui s'approche d'eux. C'était un paladin avec une armée de gars. Le professeur était très heureux de les voir. Le paladin était meurtri, couvert d'écorchures, mais vivant et invincible. Il a réussi à vaincre le chevalier noir malgré la gravité de la bataille. Le professeur a admiré cela et a félicité son élève avec un sourire familier sur son visage. Le nécromancien était en colère. Il ne s'attendait pas à ce qu'autant de guerriers survivent. L'homme masqué siffla qu'il regrettait de ne pas avoir fourni au paladin un monstre plus puissant. Eden se dirigea vers l'homme et s'approcha de lui. Le jeune homme avait beaucoup de questions. Le nécromancien répliqua. Il n'allait pas répondre aussi facilement. Soudain, le nécromancien se recroquevilla, les pieds décollant du sol. Déjà en train de voler vers le bas, l'occultiste cria qu'il donnait son corps et son âme entièrement à son dieu, le dieu démon qu'il avait vénéré et servi pendant si longtemps. Ceux qui se trouvaient sur le rocher étaient choqués, car personne ne s'attendait à une action aussi irréfléchie de la part de l'ennemi. Le professeur a commencé à dire que les choses allaient mal sans lui. Il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Pendant ce temps, le paladin ne prononça pas un seul mot. Il observa silencieusement les corps qui tombaient, tout en chargeant son épée d'énergie divine. Il s'élança et lança la lame sur le nécromancien. Le corps du cultivateur avait déjà parcouru une douzaine de kilomètres, mais l'épée rattrapa rapidement sa cible comme si elle était attachée à un démon. L'arme cloue l'homme au rocher, il hurle. L'épée lui transperce l'épaule. Le professeur est ravi. Il remarque qu'Eden ressemble beaucoup à un personnage de la Bible. Le paladin n'était pas d'humeur à plaisanter. Il se décolla du sol. Eden volant rapidement vers le bas, tenant une dague à la main. Le professeur fixe l'endroit où se tenait son ancien élève il y a une seconde à peine, et s'enfuit, la seule chose qu'il réussit à prononcer. Il s'est ensuite tourné vers le recruteur et lui a dit en souriant qu'il était temps pour eux de repartir. C'est à ce moment qu'Eden enfonça sa lame dans la roche. Il devait ralentir sa chute et s'arrêter au niveau du sorcier. Il descendit de quelques mètres, laissant derrière lui une traînée dorée de lames et de mains alors qu'il aidait à freiner. Il se mit au niveau du sorcier. Ils étaient maintenant parallèles l'un à l'autre. Le lanceur de sorts ne criait plus. Il restait silencieux, attendant son sort. Le paladin retira sa lame du rocher. Le nécromancien commença à avoir une respiration sifflante. Il aimait les capacités d'Eden, et plus il en voyait, plus il voulait son corps. L'homme était assez hagard. Ce qui n'est pas étonnant, il avait perdu beaucoup de sang, et c'est peut-être la raison pour laquelle il était si bavard, a-t-il dit, au sujet de l'affaire avec l'évêque. C'était suffisant pour que le paladin pense que l'évêque et le nécromancien étaient de mèche. Il écouta avec circonspection. Le paladin attrapa le sorcier, le jeta par-dessus son épaule, et s'élança vers l'évêque. L'intrigue avait changé, la scène du sacrifice serait sûrement différente. Il était urgent de vérifier le résultat, mais il baissa les yeux en voyant le ciel assombri par des colonnes de fumée. Le village était en train de brûler. Eden a couru de toutes ses jambes pour sauver, pour arriver à temps. Le feu s'était déjà propagé, le village était en flammes, les cadavres des habitants gisaient dans les rues, tentant apparemment de s'échapper. Le paladin traversa le village. C'était la colonie la plus proche et elle avait déjà été détruite. Peut-être qu'elle les atteindrait bientôt. Un appel à l'aide lui parvient, mince et strident, et Eden est stupéfait par l'image qui s'offre à lui. C'étaient les enfants, ils criaient les uns après les autres, ils appelaient à l'aide, ils étaient attachés à un énorme poteau. Et devant toute cette structure se tenait le pasteur de l'église vêtu de blanc. C'était l'enseignant. Les enfants sanglotaient de peur et de désespoir, ils ne s'attendèrent plus à être secourus, mais ils continuaient à crier automatiquement.
Le professeur ne souriait plus de ce sourire doux et joyeux, mais d'un rictus. Le paladin laissa tomber le corps du nécromancien, et le professeur reporta enfin son attention sur son invité. Frottant deux doigts l'un contre l'autre, un feu bleu se formant par friction, il informa le paladin de son retard. Le visage du serviteur du dieu était vil, il était empreint d'arrogance et n'augurait rien de bon. Le paladin se rendit compte de son erreur. La panique lui avait fait oublier que le professeur Zaret brûlait toutes les personnes ayant un rapport avec les démons. Eden se jeta dans les flammes bleues sans même réfléchir aux conséquences. L'histoire est interrompue. Paladin se souvient du passé, se souvient qu'il n'était pas la meilleure personne. Même dans le village qu'il a sauvé de l'incube, il n'était pas un homme bon à l'époque. Il ne pensait pas l'être. Il n'était pas encore fort, mais il aspirait à le devenir. Il se souvient s'être recroquevillé sous un arbre, essuyant ses larmes, avec un chiot assis à côté de lui. Il était faible, mais il ne pouvait pas devenir fort, alors il faisait semblant d'être bon, même maintenant en essayant de sauver les enfants du feu bleu, dont les corps étaient déjà brûlés. Ils étaient clairement morts. Il essayait toujours d'être bon. La femme inconnue s'est penchée et a parlé d'une incroyable vitalité. Le paladin tressaillit et reprit ses esprits. Il est monté dans un carrosse sans armure, en civil, et l'étranger s'est assis en face de lui. Une jeune fille d'une incroyable beauté, aux longs cheveux d'or et aux yeux d'émeraude, s'adresse à lui en tant que seigneur. Une étincelle de joie à son réveil brilla dans ses yeux, encadrée par d'épais cils qui la rendaient encore plus chétive. À la question d'Eden sur la direction qu'il prenait, Uriel répondit qu'il se rendait à la cérémonie. Un frisson parcourut le paladin, tout en lui devint froid. Il se lève résolument. La jeune fille pousse un cri de surprise et lui dit qu'il devrait se présenter plus soigneusement. Eden ne l'a pas supporté, il voulait des informations, il s'est mis à hurler pour demander des nouvelles des enfants. La jeune fille, très perplexe, a demandé s'il s'agissait des enfants qui avaient été capturés par les hérétiques, ajoutant ensuite qu'il avait été très impoli envers le sauveur des garçons. La jeune fille continua à fixer Eden, il porta une main à son front, nourri par la juxtaposition des événements, il s'excusa hâtivement. Uriel poursuivit son discours sur la situation des enfants, en précisant qu'il était resté indemne uniquement grâce à elle. Eden a écouté attentivement, mais ne pouvait toujours pas croire que le professeur Zeret n'avait rien fait de mal. Elle confirma la véracité de ses propos, elle-même étant choquée par l'occasion, c'était la première fois que Zerat s'en offusquait. Cette situation le rendit encore plus perplexe, il ne se souvenait pas d'un tel retournement de situation dans le jeu. Il s'enfonça dans ses pensées persistantes. Il se tenait toujours au milieu du wagon, réfléchissant à la façon dont il allait gérer la situation actuelle, les informations d'Uriel qu'il n'obtiendrait plus. La carte passe sous la hampe, un drapeau avec des armoiries et un lion se développe sur la foi, c'est le drapeau du marquis. Cela signifie que l'église n'est pas encore sacrée. Il fait chaud, la calèche tirée par 4 chevaux avance lentement et paisiblement dans la forêt. Faisant défiler leur dialogue à nouveau, Eden demanda des nouvelles des autres. Ils étaient de retour au quartier général. Mais la jeune fille dit qu'elle avait fini de poser des questions, qu'elle avait juste besoin de se reposer maintenant. Eden a déclaré que leur chemin était bloqué par un groupe de personnes prétendant être leurs supérieurs, qu'ils étaient très dangereux et qu'il ne fallait pas s'en approcher. La jeune fille était déjà effrayée par le comportement de son seigneur. Elle ne comprenait pas pourquoi il disait cela. Eden jaillit de la voiture de toutes ses forces et disparut dans les fourrés de la forêt. La voiture continua son voyage et la jeune fille regarda silencieusement par la fenêtre, voyant le garçon partir. Eden réfléchit aux mots qu'il avait prononcés. Il se retrouva à la lisière de la forêt et entouré de cavaliers, certains s'approchant de sa droite, l'autre arrivant directement par l'arrière. C'était le même jeune homme aux yeux bleus qui s'était battu à ses côtés, salua-t-il joyeusement. Eden était très heureux d'avoir une telle rencontre. Le garçon était vivant et en bonne santé. La voiture du jeune homme ne contient que ses effets personnels, sa cape et son épée. Plus loin, les chevaux galopent à toute allure. Le capitaine frappant le sol en rythme, dégageant à chaque fois de la poussière sous leurs sabots. Ils se débarrassèrent du chariot, tous deux dans leur équipement, Yuvon s'avérant avoir également une armure de paladin. Guy avoue qu'il a pensé à la mort d'Eden et qu'il ne s'est pas réveillé pour le voir vivant. Yuan a raconté l'avoir vu s'engouffrer dans un brasier bleu. Eden a eu l'impression de sentir à nouveau les flammes sur sa peau. Le paladin était plongé dans ses réflexions sur ce qui s'était passé. Il pouvait enfin demander à quelqu'un de lui raconter ce qui s'était passé. Mais Eden n'était pas prêt à entendre cette réponse, à savoir que les flammes avaient merveilleusement disparu de sa peau. Le paladin est plus choqué que jamais. Comment diable, le sort le plus puissant de Zaret pouvait-il disparaître en le touchant? Et encore, il n'y avait rien de tel dans l'histoire. Il n'y avait aucune chance que cela rentre dans sa tête. Yuan sort une enveloppe avec un sceau rouge, en disant que Zaret lui a demandé de la lui donner. À cet instant, la résidence de Zaret, située dans le saint royaume d'Archem, avait des murs clairs inondés de soleil. Zaret est assis dans un fauteuil éclairé à la bougie, quelques livres posés sur une table basse.
Il resta tranquillement allongé, les yeux fermés adossé à sa chaise. L'image d'un homme possédé hurlant sa dévotion à Dieu, avec quelque chose ressemblant à un cœur dans la main, lui traverse l'esprit. Ensuite, je me suis souvenu d'une scène où un petit garçon avait plongé un couteau dans la poitrine d'un gardien d'église. Dans cette situation, Zaret était l'observateur, ou plutôt celui qui a surpris le garçon avec le cadavre. Les yeux du garçon sont affolés et il propose à Zaret, son frère, d'aller tout de suite chercher sa maman. Zaret reste assis, les mains sur le visage, jusqu'à ce que la voix d'un greffier annonce l'arrivée d'Eden dans le couloir. Bishop éloigne ses mains de son visage, se calmant un peu. Zaret continuait de s'asseoir sur les chaises, tandis qu'un paladin se tenait en face de lui en tenue complète. Eden observa attentivement le vieil homme, qui lui parla d'une affaire importante et lui demanda de le suivre. Ils descendirent l'escalier en colimaçon, et en chemin, ils parlèrent des réunions mondaines, de la façon dont Zaret les détestait et les évitait. Eden affirmant que l'on ne pouvait tout simplement pas trouver le bon dans le palais. Ils sont arrivés à une grande porte. Zaret a commencé à parler de la façon dont eux, les ministres de l'Église, étaient censés être les plus propres, mais finissaient par être les plus sales. La pièce suivante était horrible, du sang éclaboussait le sol. Il y avait des cages contre les murs, et la pièce elle-même répondait à la faible lumière des bougies. Au plafond, 2 hommes étaient enchaînés au mur le plus éloigné, avec le plus de sang près d'eux. Eden et Zaret s'approchèrent des corps torturés. L'un d'entre eux était maintenant facilement reconnaissable. Il s'agissait de l'évêque qui avait fait alliance avec les hérétiques pour kidnapper des enfants pour lui. Eden comprit que le nécromancien voulait son corps en échange. Il resta stupéfait, ne remarquant pas les paroles de son professeur. Le professeur sourit, car son élève était désormais un vrai paladin, un paladin qui avait vaincu le chevalier noir. Zaret se place en face du pédophile et lui annonce qu'un nom est soudain sorti de la bouche du baron, celui de Tegan, l'archevêque Tegan. Le paladin n'en croyait pas ses oreilles. Il ne s'attendait pas à ce qu'un homme aussi respectueux soit impliqué dans une telle affaire. Le professeur ne sait pas quoi faire, car la possibilité d'une guerre est élevée. Il demande donc à son ancien élève de lui donner des conseils sur ce qu'il ferait dans une telle situation. Le paladin proposa de vérifier les faits avant de l'annoncer bruyamment. Il se rendait compte qu'une parole imprudente pouvait causer la mort de millions de personnes, car les terres qu'il devait reconquérir grouillaient de démons. Le professeur fut très amusé par le serment de loyauté du paladin, et par sa volonté de faire de son mieux, il fut amusé par sa franchise. C'était la différence entre eux. Le professeur a immédiatement changé de visage, ses doigts se sont repliés comme s'il voulait craquer comme la dernière fois. Alors qu'Eden s'apprête à dégainer son épée, il est surpris par le comportement de son professeur. Mais rien ne se passe, pas de flamme bleue ni d'explosion. Le professeur ouvre ses doigts, l'informant que le dieu a éteint sa flamme. Il a donc été puni pour ce qu'il avait fait, a rapporté l'enseignant. Selon lui, il a eu une chance dans sa vie antérieure, mais pas dans celle-ci. Le professeur a dit que le paladin, le prochain élu, devait montrer le chemin aux dieux. Le paladin se rendit compte que toute la responsabilité lui incombait. Le professeur continua à dire qu'il était le meilleur candidat. Mais c'était comme si le paladin ne l'avait pas entendu. Soudain, le paladin vit du feu bleu dans ses mains et il comprit alors exactement de quoi Zaret parlait. L'épée d'Eden s'illumine en bleu, ce qui signifie que le dieu l'a choisi. Le feu bleu provenant des mains d'Eden engloutit les corps des 2 hommes suspendus. Ils crient. Ils ne veulent pas abandonner leur vie si rapidement. Le paladin était inébranlable. Il était confiant dans ses actions. Le maître n'avait qu'à s'en remettre entièrement à son élève. L'ancien et le nouvel élu des dieux regardent les cendres laissées par les corps. Soudain, le paladin ressentit une douleur féroce. Il s'effondre à genoux en se tenant le ventre. Le professeur l'appelle avec inquiétude. Eden se réjouissait de son pouvoir, mais il ne pouvait pas en comprendre la raison. Il ne s'attendait pas à recevoir des flammes bleues. Avant cela, il n'avait reçu que ceux qu'il s'attendait à recevoir. Eden était inquiet pour le professeur, car il avait éliminé sa plus grande capacité en un instant, mais il souriait comme si rien ne s'était passé. Zaret tend la main à Eden, lui disant que tout va bien et qu'il fait confiance au choix du dieu. Le garçon saisit sa main au moment où Eden décide fermement de ne pas brûler les gens et en informe son professeur, qui se contente de rire. Le paladin avait élaboré un plan d'action sommaire. Ils montèrent les escaliers. Eden demanda si l'évêque avait donné des détails. La réponse fut non. Il avait seulement parlé des liens avec les démons. L'évêque ne lançait pas des mots aussi facilement. Zaret et Eden montent à nouveau dans la salle des professeurs et discutent en parallèle de la situation actuelle. Le professeur a soudain appelé Yuan. Le garçon se retrouva juste là. Zaret lui demanda de venir avec lui pour parler. Maintenant, l'homme et le garçon prévoyaient de descendre et on proposa à Eden de se reposer. Quelques jours plus tard, les sombres agissements de Forel devinrent le sujet de discussion d'une assemblée sacrée qui se tenait dans une ville vaste et lumineuse. Une immense table hexagonale avec au centre une boîte contenant un énorme cristal écarlate. Dans le donjon, Zaret et Eden discutent avec les prêtres.
Ils se sont levés et ont parlé du fait que même eux avaient apporté tant de mal dans le monde, que des garçons avaient été castrés et des filles violées à cause d'eux. Le paladin regarda ses mains et y vit des flammes bleues défiant sa volonté. Le professeur répondit qu'elle ferait faillite dès que le dieu croirait en ses croyances et ses intentions. Ils s'éloignèrent de la cage et marchèrent dans le couloir du donjon jusqu'à la sortie. Bien qu'il fasse nuit noire, Yewon se tenait dans la cour et s'entraînait à donner des coups d'épée. L'enseignant a indiqué que cela se produisait tous les jours. Yewon ne faisait que des efforts à cause de son désespoir au combat, cela le blessait vraiment, et il était déterminé à devenir plus fort. Le paladin observa la scène en silence. Il remarquera à quel point le garçon fait des efforts. L'action est déplacée au jour de la dédicace du saint, dans le temple. Eden est accueilli par le vicomte Garfield Lord Grandel, qui lui fait part de sa réputation populaire et de sa magnifique victoire sur le Chevalier Noir. Eden n'aimait pas du tout cette attention. Il en avait assez des gens, cela le distrayait, et ne lui donnait pas l'occasion de réfléchir. Les chevaliers chuchotaient sur son identité, essayant de deviner si c'était lui ou non. Ils le critiquent durement, et surtout le petit écuyer. Trop inutile pour un tel guerrier, le garçon a tout entendu. Il n'est manifestement pas content. L'un des chevaliers au sourire ironique se décida à dire bonjour, tous n'étant pas assis à chuchoter derrière leur dos. Il salua le paladin assez bruyamment, beaucoup le remarquèrent, le paladin s'arrêta ainsi que son écuyer. L'homme exprima son admiration pour sa rapide ascension au statut de paladin, en seulement 2 ans, et lui tendit la main en guise de salut. La paladine était froide, et déclara honnêtement qu'elle ne l'avait jamais vu et qu'elle n'en avait même jamais entendu parler. Eden serre la main de l'homme inconnu venu du nord. L'homme a dit que sa victoire sur le Chevalier Noir ne serait jamais comparable à celle de l'autre paladin et à sa victoire sur l'oiseau géant Montu. Le paladin n'apprécia pas que son interlocuteur tente de le manipuler aussi facilement et répondit simplement qu'il préférait les faits et la réalité aux légendes et aux contes de fées. Eden n'était pas content. Cela se voyait dans son regard. Il n'allait pas s'arrêter là et continuer à parler de sa vision du monde, qu'il ne voyait pas l'intérêt des ragots et de leur propagation. Le paladin décida de mettre fin à ce dialogue en répondant à la poignée de main de l'homme. L'invité involontaire frissonna de douleur, qui savait qu'il avait une telle poigne d'acier. Il recula, dégageant difficilement son bras. Il se laissa tomber sur le sol et leva les yeux vers Eden, qui lui sourit chaleureusement et lui tendit la main pour qu'il se relève. Un bavardage familier et des pas doux et légers se font entendre derrière. Des boucles dorées et une odeur familière émanent de la femme qui entre. Le paladin se retourna et le chevalier se leva enfin, stupéfait par la beauté. C'était le même Uriel, toujours aussi beau. La jeune fille est venue remercier le paladin de l'avoir sauvé, s'est inclinée et a demandé à ce que ses remerciements officiels soient acceptés. Le paladin a levé les yeux et une plaque sur l'acquisition d'un pouvoir encore plus grand est apparue au-dessus de lui. La jeune fille avait quelque chose d'étrange. Une lumière jaune brûlait dans ses yeux verts et elle lui demanda s'il était sûr de son refus. Le paladin le confirme, car tous les remerciements doivent aller directement au dieu. La jeune fille demande à s'entretenir avec lui avant la cérémonie. Ils se retirèrent au fond du temple. La jeune fille prit soin de parler ouvertement. Ils étaient seuls ici et personne ne les entendrait. Elle demanda la volonté de Dieu concernant le sauvetage des enfants et le sacrifice de l'inquisiteur pour eux. Le paladin décida de dire la vérité, car il ne servait à rien de mentir sans être entendu, il admit honnêtement que c'était sa volonté. La jeune fille lui demanda pourquoi elle prenait un tel risque. Cette fois, ses yeux étaient tout à fait ordinaires, toujours aussi verts. Uriel ne s'attendait pas à une telle réponse, mais elle l'admira et reconnut qu'une telle chose méritait d'être récompensée. Uriel demanda à Eden de prendre ses mains. La puissance divine y était concentrée. Pensa le paladin, se disant qu'elle voulait peut-être lui donner une bénédiction. Dans le jeu, sa bénédiction était considérée comme de premier ordre, elle améliorait les statistiques. Eden a immédiatement pris les armes avec elle. Il valait mieux ne pas repousser une telle chance. La jeune fille ferma les yeux et commença à parler au dieu, la lueur de ses mains s'intensifiant. Elle a posé une question sur la fidélité. Eden a répondu par l'affirmative. Il la regardait droit dans les yeux. Elle continua à poser des questions, ses yeux brillants tout en conservant une certaine froideur. Les yeux de la jeune fille étaient pratiquement devenus jaunes, et la question ressemblait à celle de savoir s'il croirait en Dieu jusqu'à la fin, et Eden jura. Elle n'y a pas cru, un frisson l'a parcouru, et tout autour d'elle s'est assombri. Ses yeux sont devenus jaunes, son visage effrayé et détaché à la fois. Uriel s'est rendu compte de ses mensonges grâce à sa capacité divine. Elle ne pouvait pas être trompée, grâce à sa perspicacité et à son intégrité. Soudain, les portes s'ouvrent et un chevalier annonce en criant l'arrivée de l'archevêque Tehain. Il arriva juste à temps. Le paladin se précipita dans la salle, disant à Uriel qu'il en parlerait avec elle plus tard. Elle essaya de l'arrêter mais sans succès. Le paladin la remercia pour la bénédiction et dit qu'elle serait utile. La jeune fille n'aimait pas ce qui se passait. Le type s'était encore échappé.
Elle ne croyait même pas qu'il était possible qu'il s'échappe encore aussi facilement. Elle ne pouvait pas non plus croire qu'un paladin aussi fort ne croyait pas en Dieu. Une croix de pierre est suspendue à l'entrée du hall, et Eden franchit les portes pour rencontrer l'archevêque. Eden et le chevalier se précipitèrent aussi vite qu'ils le purent. Ils se mirent à courir et le paladin demanda où se trouvait l'archevêque. Yuvan répondit qu'il était à l'intérieur. C'est lui qui avait appelé Eden. Le paladin nota qu'il y avait eu des cas dans le jeu où le caractère des personnages avait changé, mais leur essence même était restée la même. Tout était pareil, jusqu'à maintenant. Il court dans la salle, l'archevêque est là accompagné de 2 ecclésiastiques, il se fait remarquer, il est vêtu d'une robe et d'un bonnet rouge. Le paladin salua l'homme. Il craignait que la personnalité de cet homme ne change à tel point qu'il passerait d'un bon personnage à un mauvais. Tegen était un homme d'âge moyen sympathique. Il a salué Eden assez gentiment, l'appelant un héros, et son escorte a interjeté des phrases derrière lui. Eden refusait d'accepter ses mérites et ses louanges. Il répétait que sans l'aide de l'Église, il n'aurait pas pu s'en sortir. L'archevêque lui répondit qu'il n'y avait pas lieu d'être modeste, car l'Église n'était guère impliquée. Le paladin écouta attentivement. Il remarqua qu'il n'y avait aucune hésitation ou fausseté dans le discours de l'homme. Peut-être jouait-il juste un bon jeu, alors cela ferait de lui un adversaire plus difficile. L'archevêque, s'approchant du paladin, propose de prendre le thé après cette cérémonie. Eden a incliné la tête en disant qu'elle viendrait certainement à son bureau. Le garçon s'inquiète pour le paladin et ne sait pas s'il doit aller voir l'archevêque. Urena regarda avec dédain. Elle continua à observer le jeune avec un regard froid. Juvon quitta timidement et confusément la salle. À ce moment-là, une fille l'observait. Elle aussi accompagnée de 2 hommes. Elle avait des cheveux presque blancs et un regard vert perçant. Eden et Juon marchèrent dans les rues du Saint-Royaume. Tout le monde était pareil. La plupart du temps vêtus d'un uniforme d'église ou d'un costume de chevalier. C'était le soir et ils ont commencé à tirer des feux d'artifice. Des lumières jaunes, bleues et oranges ont clignoté alternativement dans le ciel et se sont éteintes. C'était un jour férié, le paladin le comprenait. Tout le monde profitait d'une journée paisible et heureuse, mais il ne se sentait pas mieux pour autant. Les adultes discutaient joyeusement dans les rues, les enfants et les adolescents couraient et regardaient les nouveaux feux d'artifice dans le ciel. Le paladin comprenait ce qui se passait au centre. En dehors du territoire gouverné par les monstres, les villages ordinaires devenaient des fermes pour les monstres, et les gens de la nourriture ordinaire pour les mêmes. Les nobles vendent facilement la vie des gens. En échange de leurs propres gains et de leur position, le paladin se souvient des corps torturés des hommes. Mais le principal problème était la faim. Même les bandits qui pillaient constamment mourèrent de faim, car il n'y avait rien à voler. Et au centre, la nuit est restée aussi claire et lumineuse. Personne n'a remarqué la situation dans le royaume. Les nobles ne se préoccupent que de leur position, de leur statut et de leur confort. Eden comprit que la situation devait être réglée de l'intérieur, mais ce que les gens ne réalisaient pas encore, c'est que le monstre était toujours beaucoup plus proche, ceux qui se trouvaient derrière les murs. Il sortit de ses pensées et se dirigea vers le hall. Le jeune homme le suivit. Après le banquet, Eden s'arrête à la porte de l'archevêque. Rassemblant ses forces en un point, il entra, le visage toujours aussi impassible. L'homme applaudit et salue le visiteur. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. L'archevêque dit qu'il fallait boire le thé tant qu'il était chaud. Le paladin accepta, mais il ne toucha pas encore à la tasse. Pendant ce temps, il a eu le temps de recueillir des informations sur l'homme à la tasse qui se trouve de l'autre côté de la pièce. Malgré son statut élevé, l'archevêque est un homme qui a accompli de nombreux exploits, comme en témoignent les nombreuses récompenses qu'il a reçues. L'homme but la coupe, et Eden ne cessa de penser, sans quitter les médailles des yeux, à la force de son pouvoir. Si même lui, malgré toutes ses actions et ses opinions, coopérait avec les démons. Soudain, l'archevêque se mit à parler, notamment de la raison pour laquelle Eden était venu le voir. Au même moment, le paladin tendit tout son corps. L'homme continua, il parla de Truth, du fait qu'il l'avait clairement trahi, mais qu'Eden avait simplement dissimulé ce fait. Le visage du paladin se reflétait dans la tasse de thé. La tension était si palpable qu'on pouvait la toucher. L'archevêque les soupçonnait et leur demandait directement s'ils préparaient quelque chose. Un garçon armé d'un katana a sauté sur Eden. Il a attaqué par le haut. Le paladin s'est rendu compte de tout. C'était un piège, et l'archevêque a même admis son implication. Eden l'arrête d'une main, sort son arme et le soulève du sol par la gorge. Le paladin n'arrivait pas à croire qu'ils essayèrent de le tuer avec une attaque aussi simple. Soudain, quelque chose a mal tourné. Eden s'est retrouvé hors de lui. Il a senti quelque chose. Soudain, une flamme bleue jaillit. Eden ne s'attendait pas à cela. Il n'a même pas vu le feu. Il l'a senti. Une lueur bleue et chaude jaillit dans sa main. La flamme n'était pas puissante, mais elle englobait complètement la paume et l'avant-bras du paladin. L'archevêque se mit à hurler contre le garçon pour avoir interféré et désobéi aux ordres, car un paladin pouvait les tuer sans même utiliser d'épée. L'homme s'est excusé, il a porté la main à son front, il avait l'air assez fatigué.
Il a dit qu'il ne voulait pas le menacer et que le garçon avait surgi parce qu'il était nerveux, qu'il avait demandé à parler et à être entendu. Ethan jette le garçon par terre et accepte cette proposition, mais sa méfiance ne le quitte pas, surtout après l'attaque. C'est comme si l'incendie n'avait jamais eu lieu. L'archevêque a commencé par dire que le culte des démons se renforçait. C'est une information assez bien connue, et le paladin le sait pertinemment. Le paladin écoutait, mais il y avait encore du dédain et de la méfiance, disait l'homme en formant son propre groupe. Eden a été choqué d'apprendre qu'il y a des monstres espions dans tout le pays, et c'est justement pour cette raison que les gens ne peuvent pas les vaincre. L'archevêque était un agent double. Il avait fourni des documents prouvant sa loyauté. Le paladin n'y croyait pas. Il décida donc de vérifier. Si l'homme disait la vérité, l'essence de son personnage resterait la même. L'archevêque n'abandonne pas et demande à Eden de regarder au moins les documents et les cartes. Il pense que les monstres essaient maintenant de recréer ce projet en sacrifiant des gens. Eden n'en croit pas ses oreilles. Veulent-ils vraiment ressusciter un désastre pour le monde cible? Manticore, une créature hideuse et énorme dans le jeu, tous les événements actifs commencent exactement après son invocation. Eden avait espéré que les événements auxquels il participe se déroulent beaucoup plus tôt. Mais non. En ce moment, dans son manoir, Zarat étudiait de vieux documents et écrits. Il soupçonnait aussi l'archevêque. Cet homme voulait éliminer toute la pourriture de l'église, et il ne croyait pas qu'il était si facile de leur communiquer l'information. C'était trop facile. Dans son esprit, l'homme a refait surface avec un sourire doux et aimable. Le professeur se tourna vers le paladin avec une question de confiance. Ils étaient dans la bibliothèque. La lumière douce tombant sur les piles de livres, l'homme souriant comme toujours. Eden ne s'attendait pas à une telle question et se crispa. Après avoir réfléchi, ils ont décidé de se rendre à cet endroit précis pour éviter la situation. Eden et Juve s'y sont rendus sur leurs chevaux. Les deux cavaliers traversèrent le désert. Soudain, Yuwon remarqua quelque chose et le signala bruyamment. Il s'agissait d'un bâtiment abandonné, ce qui est exactement ce qu'il recherchait.